Chers participants, chers délégués, chers collègues, bienvenue à ce webinaire qui porte sur la mise à jour du modèle de convention fiscale de l'OCDE 2025. Je m'appelle Jessica Di Maria, je suis membre de l'équipe Convention et traités à l'OCDE et je serai la maîtresse de cérémonie de ce webinaire. Je suis heureuse d'être accompagnée aujourd'hui par notre directrice, Manal Corwin, et par la plupart des membres de l'équipe des conventions fiscales à l'OCDE. Donc, nous allons vous présenter les principaux changements qui figurent dans ce modèle de convention. Il s'agit essentiellement des changements apportés aux commentaires de l'article 5 sur l'établissement fixe, les changements aux commentaires de l'article 9 sur les prix de transfert et les changements à l'article 25 et son commentaire sur la procédure d'accord mutuel. Là, je tiens à vous remercier d'être parmi nous aujourd'hui. Plus de 3000 participants à ce webinaire. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Je vais donner la parole à Manal, notre directrice, qui va vous faire un point sur cette mise à jour. Merci beaucoup. Je tiens à saluer chaleureusement les participants, collègues et délégués. C'est très satisfaisant de voir qu'il y ait autant de participants et de participantes. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire qui est consacré à la publication de la mise à jour 2025 du modèle de convention fiscale de l'OCDE. Mise à jour qui était grandement attendue par l'ensemble des parties prenantes et ceci est témoigné par la grande participation. Mon équipe qui a travaillé très dur sur cette mise à jour vous présenteront les principales modifications apportées à ce modèle de la convention. Mais avant de cela, je voudrais consacrer quelques minutes à un petit retour historique pour expliquer ce que cela signifie. Alors, il s'agit d'une mise à jour qui a été alimentée par les consultations avec vous, parties prenantes, qui montrent à quel point le multilatéralisme est important dans le domaine fiscal et cela montre que les gouvernements, lorsqu'ils travaillent ensemble, peuvent apporter certitude et stabilité dans un environnement fiscal toujours en pleine évolution et très complexe. Les conventions fiscales sont le socle du système fiscal international. Il s'agit de la fondation sur laquelle les pays vont gérer la fiscalité transfrontière et cela permet aussi d'éviter les doubles impositions. Aujourd'hui, on pense qu'il y a environ 3500 conventions fiscales qui sont en vigueur à l'échelle mondiale. Ce nombre très élevé montre à quel point ces conventions sont essentielles pour la coopération économique mondiale. Ces traités jouent un rôle essentiel, notamment pour faciliter les échanges et les investissements transfrontières. Sans ceci, les personnes physiques et morales qui agissent à l'international seraient confrontées à des barrières fiscales avec une double imposition, notamment qui est la principale. Mais en mettant fin à ces barrières, les traités créent un environnement propice pour l'épanouissement du commerce. Donc, nous renforçons ainsi la transparence des traités, nous créons un environnement propice au développement des entreprises. Et en plus, ils ont une longue durée et donc ils apportent une certaine certitude aux entreprises. Et cette convention, ce modèle de convention a été à la fondation depuis sa première publication en 1963 et nous a apporté une approche standardisée de négociation pour des conventions bilatérales qui permet d'assurer cohérence et transparence pour toutes les juridictions, ainsi que de l'équité. Comme vous le savez, c'est très important. Les commentaires détaillés au modèle, qui sont également adoptés par consensus, d'une aide d'interprétation, ils sont essentiels pour assurer la cohérence. Ces modèles permettent de parvenir à une compréhension commune de la signification des dispositions, apportent stabilité et certitude. Et ils sont régulièrement utilisés par les administrations fiscales et les entreprises lorsqu'ils ont affaire à des règles fiscales internationales complexes. Depuis 1963, le modèle a été régulièrement mis à jour pour refléter les changements en politique fiscale et commerciale mondiale, tout en préservant son objectif essentiel qui est d'aborder une base uniforme pour résoudre les problèmes de double imposition et apporter une certaine
stabilité au paysage fiscal international. Cette mise à jour, la première depuis 2017, n'est guère différente. Les changements ont été adaptés à la conduite des affaires de 2025. La mise à jour répond aux questions posées par les entreprises et les gouvernements afin d'apporter une certitude fiscale pour tous ceux et toutes celles qui utilisent ce modèle de convention. J'aimerais brièvement évoquer les changements significatifs qui ont été apportés. Le premier concerne la question du travail, du télétravail transfrontière qui existait avant la pandémie de Covid-19, mais son ampleur a fortement augmenté après la pandémie et cette tendance est toujours présente aujourd'hui. Les parties prenantes, y compris un certain nombre d'entre vous aujourd'hui, nous ont montré que les guides existants étaient insuffisants s'agissant du télétravail et qu'il fallait procéder à une mise à jour. Nous avons donc répondu aux attentes des parties prenantes avec le commentaire de l'article 5 du modèle. Et nous avons repris toutes les considérations pertinentes sur cette question et je pense que nous avons tout abordé. Deuxième changement au modèle concerne les activités fiscales liées à l'extraction et l'exploitation des ressources naturelles épuisables. Et là, plus particulièrement, les commentaires de l'article 5 comprennent notamment une alternative et une disposition provisoire qui permet aux pays d'avoir des accords bilatéraux, d'avoir un seuil plus bas d'imposition dans l'État où se trouvent les ressources pour fixer l'impôt. Il y a des commentaires qui apportent une cohérence, une uniformité, de la clarté aux dispositions. La disposition alternative sera particulièrement utile aux pays qui sont dotés de ressources naturelles, particulièrement les pays en développement. Ensuite, il y a l'interaction entre les règles fiscales nationales et les questions de déductibilité des intérêts et le prix de transfert dans l'article 9 qui ont été clarifiés. Vous vous souvenez des consultations publiques qui ont été menées à ce sujet? Et nous avons apporté une certitude supplémentaire grâce à cette mise à jour. Nous avons déjà aussi qu'il y a des travaux qui ont été menés s'agissant des conventions fiscales et des règles de déductibilité associées au droit national. Enfin, un paragraphe a été ajouté au modèle qui clarifie l'interaction entre les accords commerciaux et les conventions fiscales. Comme pour les autres mises à jour que j'évoquais, la disposition et une fois encore vise à apporter une certitude quant à l'interaction entre les conventions et les accords commerciaux. Nous allons écouter donc ces mises à jour. Nous aurons la possibilité d'écouter vos questions. J'aimerais ici souligner l'importance de cette mise à jour. Les conventions fiscales ne sont pas que des instruments techniques. Ils sont là pour réduire les barrières, pour faciliter le commerce international. Ce sont des moteurs du commerce international qui permettent une certaine stabilité, confiance dans un monde qui est de plus en plus incertain. Tout comme la mise à jour de 2017, les changements liés au BEPS ont été intégrés. Un certain nombre de changements ont été intégrés dans cette mise à jour de 2025 qui ont été également débattus par le cadre inclusif qui compte aujourd'hui 147 membres. Les politiques sous-jacentes à cette mise à jour représentent les points de vue multilatéraux et montrent à quel point que lorsque les gouvernements œuvrent ensemble, ils peuvent atteindre des objectifs communs. Bien entendu, notre travail ne s'arrête pas là. Les délégués du groupe de travail 1, l'organe subsidiaire responsable de développement du contenu de modèle, auront encore des réunions régulières en 2026 et 2027 pour poursuivre leur travail sur les questions techniques. Et elles vont continuer aussi leur suivi de l'évolution dans le domaine des conventions fiscales. Ces activités montrent que le modèle et son influence a des avantages qui permettent d'apporter stabilité et certitude qui sont encore des priorités des gouvernements membres. Par ailleurs, le cadre inclusif continuera à travailler sur certains des sujets qui apparaissent dans cette mise à jour. Par exemple, le cadre inclusif entreprend des travaux sur la mobilité mondiale des individus, des personnes physiques. Et cela va couvrir un grand nombre de sujets qui sont traités en outre
par le cadre inclusif dans d'autres domaines et cela nous permettra de parvenir à des résultats concrets. Une fois encore, je suis heureuse de vous accueillir pour marquer cet accomplissement tout à fait significatif et je vous remercie tous et toutes d'être parmi nous. Je vais redonner la parole à Jessica, notre maîtresse de cérémonie, ainsi qu'à notre équipe qui va vous donner davantage de détails sur les changements qui ont été apportés. Merci Manal. Nous allons maintenant passer à la première présentation, c'est-à-dire les changements qui ont été apportés à l'article 5, notamment ce qui concerne la définition de l'établissement stable. Je vous présente Vin, Yves van Brunsel et John Stoke qui ont travaillé sur cette question dans le groupe de travail numéro 1. Vous avez la parole, Yves. Merci Jessica et bonjour à toutes et toutes. Jeanne et moi avons vous donné un aperçu de la mise à jour qui ont été apportées au paragraphe 1 de l'article 5 qui contient la définition de l'établissement stable. Le commentaire à ce paragraphe a été mis à jour pour mieux guider sur son application dans certaines modalités de travail transfrontière, notamment ceux qui travaillent à leur domicile. Je vais commencer par vous présenter le contexte dans lequel nous avons apporté ces changements, les objectifs du travail, et puis je vous présenterai un petit peu le format de ce changement. Puis John vous présentera les changements essentiels ainsi que 2 exemples. Qu'en est-il du contexte qui est à l'origine de ces commentaires? Comme nous l'avons entendu de Manal, il y a eu les perturbations liées à la pandémie de Covid-19 et qui a supposé des changements dans les modalités de travail d'un grand nombre de personnes. Puisque les entreprises étaient fermées, il est impossible de voyager, il était donc nécessaire de pratiquer le télétravail pour un grand nombre d'entreprises. Pendant la pandémie, l'OCDE a publié 2 ensembles de guides temporaires qui vont clarifier l'application des dispositions du modèle de convention fiscale lorsque les personnes étaient coincées à l'étranger en raison de la pandémie. Il s'agissait d'une réponse qui était apportée aux questions posées par les entreprises pour l'application de ces règles dans ces circonstances exceptionnelles. Mais après la pandémie, ce télétravail s'est poursuivi. Il apparaît que la pandémie a accéléré et intégré une tendance émergente avec un plus grand nombre de personnes en télétravail. Et c'est souvent à la demande de l'individu, puisque les personnes ont considéré qu'il était tout à fait possible de travailler depuis leur domicile et que cela présentait un certain nombre d'avantages. Aujourd'hui, les employeurs veulent réagir à ce phénomène, mais dans le contexte de l'urgence de la pandémie, il semble que le guide temporaire ne s'appliquait plus. Il était obsolète. Les entreprises nous ont dit que les guides sur le télétravail transfrontière depuis le domicile étaient insuffisants dans le commentaire parce qu'il y avait de plus en plus d'incertitudes. Le guide substantiel ne comprenait que 1,5 paragraphe et il comprenait aussi une déclaration selon laquelle le télétravail n'était pas vraiment un problème pratique. Donc, il était nécessaire de pratiquer cette mise à jour. Nous avons donc identifié ceci puisqu'il s'agissait d'une priorité pour les entreprises et les gouvernements. Vous voyez ici brièvement l'objectif qui nous a été fixé. Cet objectif consistait à mettre à jour, moderniser et élargir un peu le guide pour développer plus avant les principes sous-jacents à ces modalités et renforcer la certitude fiscale pour les contribuables et les autorités fiscales qui reposaient sur ce guide. La première question du groupe de travail 1 sur lequel a dû se pencher, c'était qu'en est-il du travail à domicile lorsque il s'agit d'un établissement? Est-ce que c'est un établissement permanent, un lieu fixe de travail pour une entreprise non résidente? Alors, nous avons pris en compte la nature des changements qui s'opéraient. Tout d'abord, il est important de noter que le texte du paragraphe 1 de l'article 5 n'a pas été modifié. Ce paragraphe nous donne les éléments clés, les ingrédients clés de la définition qui sont un lieu fixe, permanent, et un
une installation fixe d'affaires. Tous les changements qui ont été apportés concernent les commentaires sur le paragraphe 1. Il s'agit tout d'abord d'avoir effacé les paragraphes 18 et 19 préexistants, tout en conservant les principes qui apparaissaient dans ce paragraphe et qui apparaissent dans ce nouveau support. Et ce qui est encore plus important, nous avons intégré un nouvel élément dans les commentaires, surtout lorsqu'il s'agit de travailler à domicile ou un autre lieu pertinent. Cette section, ce chapitre comporte 21 nouveaux paragraphes, dont 5 nouveaux exemples sur des tendances actuelles. Un élément important à mentionner, c'est qu'il n'y a pas eu de changement à l'article 5 lui-même. Les changements ne sont apportés qu'aux commentaires et on développe les principes qui s'appliquent dans un contexte moderne. Cela signifie que ces nouvelles orientations peuvent s'appliquer immédiatement sur la base du modèle et des conventions fiscales qui y sont liées. Il n'y a pas besoin de changer le texte d'une convention pour appliquer l'interprétation dont on a convenu du paragraphe 1 de l'article 5. Ces nouvelles orientations s'inspirent des principes existants que l'on a déjà dans notre article 5 et qui étaient déjà commentés et inclus dans les paragraphes 18 et 19 qui n'existent plus. Un de ces principes, c'est que pour définir si un lieu de résidence principale devient un établissement stable d'un lieu d'affaires, ça va se baser simplement sur des faits et des circonstances, donc faire du cas par cas selon l'individu. Autre point, c'est que les autres éléments de l'article 5 continuent à s'appliquer. Ils sont toujours pertinents. Cela inclut notamment la notion de fixe, installation fixe. Donc pour qu'un lieu devienne une installation fixe, il faut qu'il y ait un certain degré de permanence de l'utilisation de ce lieu. Il existe déjà des lignes directrices à ce sujet et elles continuent d'être applicables dans un contexte de télétravail. Ces orientations notent également que l'établissement stable ne sera pas considéré tel quel si un lieu, une installation d'affaires est utilisée pendant moins de 6 mois. Deuxième point, l'application du paragraphe 4 de cet article 5 continue à s'appliquer. Même si on considère une résidence comme une installation fixe d'affaires, ce ne sera pas forcément un établissement stable si les activités qui sont menées dans ce lieu sont de nature préparatoire ou auxiliaire. Enfin, paragraphe 5, sur l'établissement stable des agents dépendants. Et ça, ce sont des choses à prendre en compte séparément et on en parlera peut-être plus tard. Passons à présent aux commentaires mis à jour et cette nouvelle section sur le télétravail transfrontalier. Qu'est-ce qu'on dit dans ce nouveau commentaire? Merci. Donc le paragraphe qui ouvre cette nouvelle section indique le contexte dont nous avons parlé plus tôt. D'abord, le commentaire reconnaît désormais qu'il est de plus en plus possible pour les individus de travailler dans un lieu qui est se trouve dans un état qui est différent de l'état dans lequel l'entreprise réside. Et ces aménagements peuvent être à l'initiative de l'individu pour des raisons personnelles. Donc il ne s'agit pas toujours d'un choix de l'entreprise en question. Le commentaire reconnaît également qu'un individu peut travailler dans différents lieux qui ne sont pas dans les locaux de l'entreprise ou d'une entreprise qui est liée à celle-ci. Le commentaire mentionne également la résidence principale de l'individu, une résidence secondaire, une location de vacances ou la résidence d'un ami ou d'un proche. Ce type de lieux ont certaines caractéristiques. Ils ne sont pas accessibles à d'autres individus qui travaillent pour la même entreprise et l'individu a un certain niveau de contrôle et une certaine connexion à ces différents lieux. Voilà le contexte dans lequel ce commentaire mis à jour est. Et il y a de nouveaux paragraphes qui se réfèrent à d'autres parties de nos orientations, par exemple tout ce qui est lié à l'idée d'installation fixe. Je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais je vais plutôt laisser la parole à John, qui va vraiment nous parler du cœur de ce nouveau matériel, de ce nouveau texte. John, je te laisse la parole. Merci Yves, merci, bonjour à toutes et à tous. Maintenant, on va s'intéresser à ce que ce commentaire nous dit pour pouvoir déterminer si une résidence principale ou tout autre lieu peut devenir une installation d'affaires
pour une entreprise. Comme Yves nous l'a dit, c'est vraiment les modifications de substance qu'on a fait pour ce nouveau commentaire. Et c'est là où on a le plus de nouveaux paragraphes dans ce commentaire. On va s'intéresser à ces modifications pour savoir si un lieu de résidence peut devenir une installation d'affaires pour une entreprise. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, ce commentaire? Qu'est-ce qu'il nous indique? Première chose, on a ce qu'on appelle un indicateur temporel, comme on voit à l'écran. Ça nous indique cela que si un lieu de travail est utilisé pour une période de moins de 50% du temps total travaillé par un individu pour une entreprise sur une période de 12 mois qui commence ou qui termine dans une année fiscale, alors ce lieu ne sera pas une installation d'affaires pour cette entreprise. Ce qu'on nous dit également, c'est qu'il existe des exceptions à cette approche, mais auxquelles on ne s'attend pas dans la plupart des situations au vu du contexte dans lequel ce commentaire a été élaboré. Eh bien, c'est une véritable mise à jour de ce commentaire. Ça nous indique que si quelqu'un travaille moins de 50% de son temps de travail depuis sa maison ou ailleurs, alors ce lieu ne sera pas une installation d'affaires pour l'entreprise. Et donc, ce lieu de résidence, cette maison, ne sera pas un établissement stable d'installation fixe d'affaires. Et cela répond à des questions que vous, partie prenante, nous avez posées à nous, comme cela a été dit auparavant. L'idée, c'est de faire ce premier pas, un premier pas plutôt simple, pour pouvoir faire face à des situations que l'on remarque partout. Si quelqu'un travaille depuis chez lui ou elle, pour moins de 50% de son temps de travail, alors on peut s'arrêter là, on ne va pas plus loin. On n'a pas besoin d'aller plus loin de manière générale, on ne pourra pas parler d'installation fixe d'affaires et d'établissement stable. Les membres de l'OCDE ont voulu fournir une meilleure certitude fiscale pour toutes et tous avec ce nouveau commentaire, que ce soit les contribuables ou les administrations fiscales, pour pouvoir déterminer si oui ou non un lieu de résidence peut devenir un établissement stable d'une installation fixe d'affaires. Qu'on a, qu'on qu'on a cette situation où quelqu'un travaille moins de 50% de son temps de travail dans cet autre lieu, mais maintenant il faut penser à l'inverse, quand un individu travaille pour plus de 50% de son temps de travail depuis ce lieu de résidence où il se trouve. Et donc ce premier indicateur temporel, c'est le premier filtre. Un individu qui travaille moins de 50% de son temps de travail total depuis ce lieu en question, on s'arrête là. En revanche, si on a plus de 50% du temps, alors là, on va devoir aller plus loin. Mais ça ne veut pas dire automatiquement que cette maison, ce lieu de résidence va devenir un établissement stable, une installation fixe d'affaires. Mais pour cela, il faut bien comprendre les circonstances, les faits. Comme Yves l'a dit, il faut vraiment prendre en compte les circonstances et les faits pour bien comprendre si on va vers un établissement stable. Mais ce qui est indiqué dans ce commentaire, c'est qu'il faut déterminer s'il y a une raison commerciale à l'utilisation de ce lieu pour mener à bien les activités de l'entreprise. Alors, qu'est-ce qu'une raison commerciale dans ce contexte? En fait, pour savoir, la question qui se pose, c'est savoir si la présence physique d'un individu dans cet autre État, donc qui n'est pas l'État où réside l'entreprise, est-ce que cela permet de mener à bien les entreprises, les activités de l'entreprise? Et le commentaire nous permet de répondre à cette question. Une raison commerciale, c'est lorsqu'un individu s'engage directement avec des clients, des fournisseurs, des entreprises associées ou d'autres personnes au nom de l'entreprise. Et que cet engagement, cette interaction est facilitée par cet individu parce qu'il se trouve justement dans cet autre état, là où se trouve son lieu de résidence, d'où il travaille. Et le commentaire nous donne 8 exemples pour illustrer cela, pour déterminer s'il existe bien, bel ou bien une raison commerciale. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire.
Ça peut être un individu qui va avoir des rendez-vous avec des clients, des fournisseurs, ou peu importe. Ça peut être un individu qui fournit des services à des clients qui se trouvent dans cet état où lui réside. Donc ça peut être des formations, des services, de la réparation, peu importe. Mais il y a 8 exemples qui sont listés dans ce commentaire. Un de ces exemples, par exemple, si on fait une, une pause, parce qu'on a eu beaucoup de questions qui parlaient de ces circonstances justement, une question qui a été posée, c'est de savoir si on, on avait une interaction en temps réel ou en temps quasi réel avec des clients au vu de différents fuseaux horaires. Alors pour bien expliquer cela, on va utiliser un exemple. Partons du principe qu'on a une entreprise qui veut fournir des services médicaux 24/24, 7 jours sur 7 à ses clients. Et partons du principe que cette entreprise est en Océanie. Pour fournir ces services 24 heures sur 24 à des clients qui se trouvent en Océanie, il faudrait alors que cette entreprise demande à ses employés de travailler la nuit pour pouvoir fournir ces services de manière constante en Océanie. Pour éviter cette situation, l'entreprise peut dire, très bien, j'ai la solution, je vais utiliser des employés qui se trouvent en Europe pour que eux puissent fournir ces services à distance, depuis chez eux. Et donc, ces services seront fournis pour eux en pleine journée. On n'aura pas besoin d'avoir des personnes en Océanie qui seront debout à 3 heures pour pouvoir fournir ce service à ses clients. Et donc, ce que cette entreprise fait, c'est qu'on va se tourner vers un modèle où on va employer des personnes qui sont chez elles en Europe. Et ça, c'est un exemple d'une entreprise qui utilise différents fuseaux horaires selon où se trouvent ses clients et selon où se trouve le siège de l'entreprise pour permettre de pouvoir mener à bien ses activités. Et le commentaire nous indique que ça, c'est une raison commerciale pour qu'un lieu de résidence puisse devenir un établissement stable. Alors maintenant qu'on a bien compris quand il y avait raison commerciale, le commentaire nous indique également lorsqu'il n'y en a pas, lorsqu'on ne peut pas identifier une raison commerciale. Donc vous les avez à l'écran. La première chose, c'est lorsque l'interaction avec les clients est occasionnelle ou intermittent. C'est un concept que vous allez trouver ailleurs dans d'autres commentaires qui parlent justement de ces installations d'affaires. Et comme Yves l'a décrit, on applique simplement ces principes dans ce contexte. Similairement, si un individu peut travailler chez lui simplement pour que cet individu reste au sein de l'entreprise, alors il n'y a pas de lien entre ce lieu de résidence et la géographie de celle-ci. Et donc, on n'a pas de raison commerciale identifiée ici pour permettre à ce que ces activités soient menées à distance depuis ce lieu de résidence. Et enfin, un individu qui peut travailler depuis chez lui simplement pour réduire les coûts, ça, ce n'est pas non plus euh, une raison commerciale qui pourrait mener à l'installation fixe d'affaires. Donc, si l'idée c'est de réduire les coûts de location de locaux, eh bien ça, ce n'est pas une raison commerciale pour une installation fixe d'affaires. Maintenant, tout ceci étant dit, on pourrait avoir beaucoup d'autres utilisations euh, de ces résidences secondaires pour travailler, sa résidence principale pour travailler. Il faudrait donc bien comprendre tous ces éléments pour savoir si oui ou non ce lieu va devenir une installation fixe d'affaires. Alors pour vous aider, nous avons certains exemples qui sont inclus dans le commentaire, qui prennent en compte différents concepts dont on a parlé déjà aujourd'hui, et chacun de ces exemples vous fournit une conclusion justifiée. Et on va peut-être en prendre deux de ces exemples pour bien illustrer les concepts dont on vous parle aujourd'hui. Premier exemple, l'exemple B. Il nous indique, on parle de cette situation d'un employé à ERCO qui travaille dans un état S, donc qui est à distance pour 1 à 2 jours par semaine, et cette personne le fait sur une période de 12 mois. C'est comme ça que ça se passe dans cette entreprise. Et donc là, le lieu de résidence principale est fixe
parce que cela se fait sur une longue période de temps et il y a un degré de permanence qui est suffisant, puisqu'on l'a dit, on travaille sur une période de 12 mois où on travaille 1 à 2 jours par semaine dans cet état. Maintenant, pour savoir si c'est un lieu une installation fixe d'affaires, nous savons que cet individu passe moins de 50% de son temps de travail depuis chez elle et donc on peut s'arrêter là. Ce lieu ne sera pas une installation fixe d'affaires. On n'a pas besoin d'utiliser ce lieu de résidence principale pour en faire un établissement stable de cette entreprise. Enfin, nous allons prendre l'exemple D. Dans cet exemple D, un employeur ARCO, un employé et un employé dans l'état S et l'employeur est dans l'état R. Cet employé travaille 60% de son temps dans l'état S. Et cet employé fournit un certain nombre de services à distance pour des clients qui sont dans l'état R, dans l'état S et parfois même dans d'autres états. Cette personne, en revanche, se rend dans les locaux d'un de ses clients dans l'état S une fois par trimestre pour simplement vérifier si le contrat entre ERCO et ce client est bien mis en œuvre, est bien respecté. Alors, quelle est l'analyse qui ressort de tout ça? Première chose, comme l'exemple précédent, il s'agit d'un lieu fixe, une installation fixe, parce que on passe sur une certaine période de temps, sur 1 an, et donc on a un degré de permanence qui est suffisant. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce que c'est une installation d'affaires? Cet individu passe 60% de son temps à travailler depuis chez lui, et donc l'indicateur temporel, lui, il est satisfait. Maintenant, il faut prendre en compte d'autres choses. La raison commerciale de la présence de cet individu dans l'état S. Ici, on sait que cet individu se rend dans les locaux d'un client. Cependant, il le fait une fois par trimestre. Et ça, on peut considérer que euh, c'est occasionnel comme approche. C'est une personne qui s'y rend très rarement dans ces locaux, donc pas sur une longue période de temps. Et donc, par conséquent, il n'y a pas de raison commerciale pour que cet individu travaille depuis son lieu de résidence principale, et donc on ne créera pas d'installation fixe d'affaires et d'établissement stable de cette entreprise. Et cet exemple conclut notre commentaire sur les mises à jour de commentaires à l'article 5 sur l'établissement stable. Et donc, je vais donner la parole à Jessica à nouveau pour continuer notre présentation. Merci beaucoup, John et Yves. Nous allons passer à la deuxième présentation de la journée. On va rester à commenter les commentaires de l'article 5 sur l'établissement stable, mais on va se concentrer plutôt sur cette nouvelle disposition optionnelle alternative sur l'extraction. Et pour nous aider à bien comprendre, je suis ravie de vous donner la parole, Sarah Charmer, qui fait partie de l'équipe convention et qui a travaillé sur cette disposition. Je vous donne la parole. Merci. Bonjour, je vous remercie Jessica. Je vous présenterai les commentaires sur l'article 5 qui concerne l'établissement permanent sur les activités extractives des ressources naturelles épuisables qu'on va appeler ressources activités extractives. Alors, le contexte. Alors, les pays qui sont dotés de ressources naturelles épuisables, qu'il s'agisse de minerais de gaz ou de pétrole, visent à sécuriser cette part adéquate de la valeur qui est liée aux ressources. Il y a un certain nombre de méthodes et d'instruments qui peuvent être utilisés pour atteindre cet objectif. Et ici, il s'agit un seuil plus bas d'établissement stable à des fins spécifiques. Si l'on considère la définition de l'établissement stable dans le modèle de l'OCDE, un certain nombre d'activités qui sont liées aux activités extractives ne répondent pas aux critères. Ces activités peuvent être de durée brève ou elles peuvent être extrêmement mobiles, si bien qu'elles ne constituent pas une installation fixe d'affaires telle que c'est défini dans l'article 5. Mais ces activités peuvent néanmoins avoir une très forte valeur et dans les pays où se trouvent ces ressources, on va essayer de préserver les droits d'imposition à la source sur le principe
euh, d'un seuil plus bas d'établissement stable. Un certain nombre de traités existants contiennent déjà une disposition de ce type. Cependant, nous avons reconnu qu'il était nécessaire d'apporter une plus grande cohérence dans l'approche et l'interprétation en s'appuyant sur l'expérience existante. L'objectif de cette mise à jour, c'est d'avoir une disposition modèle standardisée qui peut être utilisée par les accords qui ont une convention bilatérale. En d'autres termes, le point de départ de cette nouvelle partie du commentaire, c'est que si les ATI ont déjà un accord bilatéral pour intégrer dans leur convention un seuil plus bas pour les droits d'imposition à la source sur les bénéfices issus des activités, l'exploration, l'exploitation des ressources naturelles épuisables. Ici, il s'agit d'assurer une plus grande certitude et une plus grande cohérence dans l'interprétation. Quelles sont les modifications qui ont été apportées? Alors, dans le commentaire de l'article 5, il y a une nouvelle disposition facultative alternative avec un commentaire associé qui fixe un seuil plus bas pour les établissements stables pour les activités extractives. Plus précisément, une entreprise non résidente pourrait être considérée comme ayant un établissement stable si elle entreprend des activités dans un État au-delà d'une certaine période qui est convenue dans la convention bilatérale. Alors, voyons les caractéristiques de sa disposition. Elle va couvrir les activités liées aux énergies non renouvelables euh, et elle prend deux formes. Une qui va couvrir les activités offshore uniquement et l'autre qui va uniquement couvrir les activités onshore et offshore. Alors, la version pour les activités offshore seules est liée à l'exploration, l'exploitation du fond marin, de son sous-sol et de ses ressources naturelles. Il s'agit ceci est soumis à une exclusion spécifique s'agitant de certains navires. La version offshore-onshore est plus large dans son champ d'application. Elle va couvrir l'ensemble des activités liées à l'exploration, l'exploitation offshore, quel que soit le lien euh, entre ces activités, qu'elles soient menées offshore ou onshore. Deuxièmement, elle porte aussi sur l'exploration et l'exploitation des ressources naturelles épuisables onshore, ainsi que les activités associées spécialisées. Ici, activités spécialisées prévoit que la disposition ne va pas s'en tenir uniquement des activités standards qui peuvent se produire sur les sites d'extraction onshore. En fait, elle cible plutôt les activités qui supposent un certain niveau d'expertise ou le recours à des équipements spécialisés de sorte ils sont associés au contexte des activités extractives. Il y a des exemples qui sont fournis dans le commentaire que je ne vais pas présenter ici, mais que vous pouvez consulter. La même exclusion de certains navires s'applique à la disposition onshore-offshore. Cette exclusion couvre l'exploitation de navires ou d'avions qui sont utilisés essentiellement pour transporter des fournitures ou du personnel, pour le remorquage ou les manipulations d'ancrage ou les opérations, l'exploitation d'autres navires dont la fonction est auxiliaire aux activités d'extraction offshore. L'article 8 continuera à s'appliquer s'agissant du trafic international et toute autre activité qui serait exclue du champ d'application de cette disposition alternative restera soumise aux règles ordinaires qui figurent aux articles 5 et 7. Dernier point, vous verrez que les deux versions de cette disposition font référence aux activités qui sont liées à l'exploration ou à l'exploitation des ressources. Cela peut couvrir les services associés et cela peut être compris aussi dans le sens temporaire. Donc, les activités associées peuvent être présentes à chaque stade des opérations d'extraction et qu'elles seront couvertes, ainsi que depuis l'exploration jusqu'au développement, exploration et démantèlement. Maintenant, voyons la règle essentielle de la disposition alternative qui figure au paragraphe 3. Il s'agit ici d'une entreprise d'un État contractant qui entreprend des activités permanentes dans un autre contractant, qui est l'État où se trouve la source, pendant au-delà d'une période minimum qui fera l'objet d'un accord bilatéral. Et ces activités permanentes seront considérées comme étant menées
par le biais d'établissements stables dans l'état de la source. À des fins d'application de ce seuil, seules les activités pertinentes entreprises par l'entreprise dans l'autre partie contractante sont prises en compte. Euh, Quelles que soient les activités, si elles sont liées à un ou plusieurs clients, si elles sont liées à un ou plusieurs projets ou à d'autres facteurs. Néanmoins, les activités qui sont entreprises à l'extérieur de l'état des sources ne sont pas prises en compte dans ce seuil. La durée de ce seuil temporel doit être définie bilatéralement par les deux parties et nous avons observé différents seuils qui peuvent être appliqués à cette disposition. Lorsqu'un établissement stable est considéré comme existant au terme de cette disposition, alors l'état de source peut imposer les bénéfices de l'entreprise non résidente attribuables à l'établissement stable conformément aux règles habituellement applicables et qui concernent les bénéfices des entreprises dans l'article 7. Enfin, j'aimerais évoquer quelques autres aspects de cette disposition alternative, notamment le quatrième et dernier paragraphe qui concerne les gains en capitaux. Il confirme le droit à imposer ces gains en capitaux depuis certains actifs liés aux extractions. Il y a certaines dispositions qui règlent le traitement de ces gains en capitaux dans ce contexte spécifique et correspond à ce que l'on trouve déjà dans l'article 13 sur les gains de capitaux, puisque c'est lié aux propriétés mobilières et immobilières d'un établissement stable. Il y a également un élargissement possible de l'assiette des droits d'imposition à la source conformément aux gains liés à l'extraction, alors que la disposition équivalente de l'article 13.4 prévoit des droits sur les gains depuis la vente ou la cession d'actions d'intérêt comparable qui viennent de plus de 50% de la valeur de la propriété immobilière. Dans le paragraphe, on voit qu'il y a 50% qui s'appliquent à la valeur agrégée de la propriété immobilière pour un établissement stable tant qu'ils appartiennent aux ressources naturelles. Maintenant, je vais redonner la parole à Jessica, notre maîtresse de cérémonie. Merci, Sarah. Nous passons maintenant à la dernière présentation d'aujourd'hui qui va couvrir les commentaires de l'article 9 et les modifications apportées euh, aux, euh, aux articles suivants. Et là, je vais vous présenter Edward Barrett, membre de notre équipe du groupe de travail 1 sur ces deux articles. Edward, vous avez la parole. Merci beaucoup, Jessica. Et bienvenue à l'ensemble des participants qui nous suivent en ligne aujourd'hui. Je vais commencer en évoquant les modifications commentaires de l'article 9 qui figurent dans la mise en jour du 2025. Ils sont liés au prix de transfert qui concerne les transactions financières. C'est le groupe de travail 6 qui a travaillé dessus, notamment qui s'est penché sur les lignes directrices du chapitre 10. Un certain nombre de questions ont été posées s'agissant des interactions entre l'article 9 et les règles de législation nationale pour la détermination du revenu imposable. Ces questions concernent également d'autres commentaires qui reflètent le rapport de 1985 sur la capitalisation restreinte et ce qui est lié au chapitre 10. Le nouveau commentaire répond à ces questions. Comme d'autres parties de la mise à jour de 2025, ces changements commentaires ont été finalisés en tenant compte des contributions des parties prenantes, notamment lors de la consultation publique du mois de mars 2021. Alors, ces changements nous donnent des lignes directrices et renforcent la certitude s'agissant de l'application de l'article 9 du modèle de l'OCDE et les interactions avec les législations nationales pour la détermination du revenu imposable, notamment les limitations dans la législation nationale sur la déductibilité des intérêts. Ces changements sont le reflet des discussions sur le commentaire des approches qui caractérisent les transactions de prêt à l'intérieur d'un groupe et sont conformes aux conclusions qui figurent au chapitre 10. Ces changements clarifient
également le fait que l'article 9 ne traite pas de la question de savoir si ces dépenses sont déductibles lorsque les profits ont été affectés conformément au principe de pleine concurrence. Les changements aux commentaires de l'article 9 sont accompagnés de modifications aux commentaires de l'article 7 et aux commentaires de l'article 24. En lien avec ces changements commentaires, il est important de noter les préoccupations qui ont été soulevées par les parties prenantes lors de la consultation publique. En particulier, ces acteurs et parties prenantes ont soulevé la question des dispositions des législations du MISTUC qui peuvent fonctionner comme l'article 9 s'agissant de l'accès à la procédure d'accord mutuel qui pourrait résoudre les problèmes de double imposition. Pour répondre à ces préoccupations, nous avons envisagé différents exemples de dispositions de législation nationale et les problèmes qu'elles soulèvent. L'objectif est de parvenir à une compréhension commune de ces questions et de savoir comment les traiter, notamment par l'identification des conditions dans lesquelles l'accès à la procédure d'accord mutuel est approprié. Nous allons conclure maintenant ce panorama du contenu de la mise à jour de 2025 en évoquant les changements apportés à l'article 25 et à ses commentaires. Alors, le nouveau paragraphe 6 de l'article 25 apporte une version modifiée d'une disposition alternative qui, jusqu'à présent, figurait dans le commentaire de l'article 25. Ce nouveau paragraphe reflète les circonstances selon lesquelles les accords commerciaux d'investissement et les conventions fiscales mutuelles fonctionnent bien pour promouvoir le commerce transfrontière, les investissements, leurs objectifs communs et peuvent parfois conduire à des chevauchements, des incertitudes. Et il pouvait y avoir notamment des problèmes avec les accords généraux sur le commerce de services, avec certaines disciplines de non-discrimination et les mécanismes de résolution des litiges. Donc, le nouveau paragraphe 6 de l'article 25 répond à ces deux questions, ce qui permet de soulever toute incertitude s'agissant des politiques fiscales nationales. Alors, comment cette nouvelle disposition répond à ces préoccupations? Tout d'abord, le nouveau paragraphe prévoit que ce sont les autres qui décident si le champ d'application est applicable à ce traité. D'après cet accord, ce problème peut être résolu en fonction du champ d'application de cette convention fiscale. Est-ce que cette convention fiscale existait avant l'entrée en vigueur des accords de 1995 ou pas? On essaye aussi de définir quel est le champ d'application euh, et le paragraphe 6 euh, donne une définition expresse, ce qui permet d'éliminer toute incertitude quant à son sens. Avant de conclure cette présentation sur la mise à jour de 2025, il y a aussi euh, euh, d'autres modifications apportées aux commentaires de l'article 25 s'agissant du montant B du pilier 1. On signale un langage spécifique dans le rapport du montant B qui est lié à la certitude fiscale et à la limitation de la double fiscalité, la double imposition. Ce commentaire apporte des références croisées au rapport du montant B et vise à s'assurer que le côté optionnel est préservé dans tous les mécanismes de résolution de litige pour les juridictions qui n'auraient pas adopté cette convention. Et je redonne la parole à notre maîtresse de cérémonie. Merci beaucoup. Merci à vous, Edward. Je remercie l'ensemble des intervenants. Il nous reste très peu de temps avant la clôture de ce webinaire. Nous n'allons pas pouvoir répondre à l'ensemble des questions. Nous vous remercions d'avoir posé ces questions dans l'espace Q&A. Cela va certainement nourrir notre travail futur. Donc, merci beaucoup d'avoir posé toute cette question. Néanmoins, je pourrais en prendre une en deux. Il nous reste très peu de temps. En fait, nous avons reçu une question, la ligne de directrice sur l'article 5. Est-ce que ça suppose une modification, un amendement aux conventions fiscales bilatérales? Et là, la réponse rapide, c'est que
Vous pouvez vous appuyer sur ces lignes directrices, mais en fait, vos conventions n'ont pas besoin d'être modifiées. Donc voilà pour la réponse rapide. Autre question que nous avons reçue dans les changements apportés aux commentaires de l'article 9, une question très intéressante qui nous demandait, vous avez changé le paragraphe 3 du commentaire à l'article 9. Quelle était l'intention derrière cela? Si vous vous souvenez bien, le paragraphe 3 de l'article 9 reflétait les conclusions du rapport de 1986 sur la capitalisation restreinte, paragraphe 9 qui a été mis à jour pour refléter les conclusions sur la capitalisation restreinte qui figure dans un chapitre des lignes directrices sur les prix de transfert. Malheureusement, nous n'aurons pas le temps de répondre à vos questions. Nous allons conclure ce webinaire maintenant. Nous vous remercions tous et toutes d'avoir participé à cette session. Nous aimerions remercier un très grand nombre d'entre vous qui ont participé à ces travaux, qui ont visé à apporter des amendements aux commentaires, parce que les modifications de ce modèle de convention est le résultat d'un effort collectif. Nous aimerions remercier l'ensemble des délégués des parties prenantes pour leur travail très dur en la matière. Et puis, nous remercions les parties prenantes qui, au fil des années, ont contribué à apporter des changements. Vous vous souvenez des consultations sur l'article 9, sur les entreprises extractives, euh, sur le travail qui a été fait sur l'article 5. Donc, un tout grand merci à vous tous et toutes parce que c'était un effort collectif. Et puis, un grand remerciement à l'équipe qui travaille sur les traités et les conventions ici à l'OCDE. Merci à toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce webinaire et nos travaux vont se poursuivre à l'avenir. Merci encore. Merci.